Le deuxième point de la séquence 2 est la théorie de la reproduction sociale. À chaque fois que l'on parle de la reproduction sociale, on pense à Pierre Bourdieu, qui a été le principal patron donc, de la sociologie française dans les années 1970, dans les années 1980 et même dans les années 1990. Depuis sa mort, la France n'a pas vraiment un grand sociologue, un grand théoricien de la sociologie. Lui, donc, il a beaucoup travaillé avec Jean-Claude Passeron dans la construction de la théorie de la reproduction sociale, comme Karl Marx et Friedrich Engels ont beaucoup travaillé dans la construction du marxisme. Il faut savoir que la recherche, c'est le partage. Eux, les Occidentaux, ont très tôt donc, su que pour faire avancer la science, il faut savoir partager. Et Marx et Engels l'ont fait, Bourdieu et Passeron l'ont fait, et Passeron, ils l'ont encore fait. L'œuvre sociologique de Pierre Bourdieu est caractérisée d'une analyse des mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales. Mais à chaque fois que l'on parle donc des hiérarchies sociales, on fait allusion aux classes sociales. Et ce terme, ce concept de classe sociale nous vient de Karl Marx. La théorie de la reproduction sociale insiste sur l'importance des facteurs culturels et symboliques dans les mécanismes de reproduction. Nous avons plusieurs classes, avec les classes dominantes et les classes dominées. Les classes dominantes peuvent être les prolétaires, peuvent être les capitalistes. Les classes dominées peuvent être les paysans, ils peuvent être les prolétaires. Les classes dominantes sont les principales bénéficiaires et utilisatrices du système de reproduction sociale. L'école peut constituer un système de reproduction sociale. L'armée peut constituer un système de reproduction sociale. Les universités, pareillement. Et la reproduction génère une violence doublement arbitraire. Elle impose des significations arbitraires à travers un pouvoir arbitraire. Le plus souvent, il faut savoir que ce sont les classes dominantes qui disposent des médias, qui disposent à leur guise les universités, les écoles, et ils utilisent ces appareils-là pour instituer une sorte de reproduction sociale, faisant que les dominés continueront éternellement à être des dominés. Et les dominants à être éternellement donc des dominants. Pierre Bourdieu, à travers ses recherches, il a pu savoir que les fils d'avocats ont plus de chances donc de réussir et d'être avocats. Les fils d'enseignants, les enfants des enseignants ont plus de chances donc d'être des enseignants ou bien d'être des cadres. Même à travers ses recherches, il a pu savoir que les enfants des cadres, le plus souvent, ils ont même des diplômes supérieurs aux diplômes donc de leurs parents. C'est ce qui constitue en quelque sorte une sorte de reproduction sociale. Par contre, le système est fait de telle sorte qu'un fils d'un paysan a très peu de chances d'obtenir son baccalauréat et même d'être un cadre d'une entreprise ou bien d'une administration. Ce qui fait donc, c'est le système qui se reproduit, faisant les riches des éternels riches et des pauvres des éternels pauvres. Et la reproduction institutionnalise un pouvoir méconnu qui est la violence symbolique. Ça, c'est de la violence symbolique. Exercée sur les pauvres, exercée sur les classes dominées à travers les appareils de reproduction sociale tels que l'école, tels que l'université, tels que l'armée, tels que le système même politique.
même système politique. Allez aux États-Unis, par exemple, la famille Bush, c'est pratiquement une famille de dirigeants. La famille Kennedy, c'est pratiquement une famille de dirigeants aussi. C'est ça en quelque sorte. Même le système politique peut constituer un appareil de reproduction sociale. Et cette reproduction-là dissimule les rapports de force qui les sous-tendent. Elle s'instaure par le biais de l'éducation et des médias, comme je l'ai dit. Les médias et l'éducation sont les deux principaux outils de reproduction sociale. Et Pierre Bourdieu a beaucoup utilisé le concept parce que lui-même pense qu'il y a un langage propre aux sociologues. Il avait l'habitude d'utiliser les concepts d'habitus, mais un concept qu'il a emprunté d'Émile Durkheim. Il a l'habitude d'utiliser le concept de champ, le concept de violence symbolique, le concept de violence arbitraire, mais la plupart, par exemple, le concept de violence symbolique, nous savons que ça nous vient de Max Weber. Le concept de capital nous vient de Karl Marx. Ce qui donc témoigne que Pierre Bourdieu a essayé donc de synthétiser l'ensemble des théories classiques, comme Parsons a essayé donc de le faire dans son évolutionnisme. Et pour l'habitus, c'est un concept qui, l'habitus, c'est en quelque sorte ce que l'on a acquis, mais qui s'est incarné de façon durable dans le corps sous forme de disposition permanente. Un capital qui est incorporé, se présentant sous les dehors de l'inéité. C'est en quelque sorte donc une sorte de socialisation. C'est en quelque sorte des valeurs, en quelque sorte des systèmes que nous transmet en quelque sorte notre cadre familial, notre cadre social. Et le champ est un sous-espace social dans lequel les individus entretiennent des rapports de domination et de dépendance en fonction de la dotation en capitaux. En capitaux symboliques, capitaux intellectuels, capitaux culturels, capitaux économiques. Par exemple, l'école est un champ parce qu'il y a des rapports de domination, de domination et de dépendance qui s'exercent à l'école. Et chacun vient avec son habitus, avec donc son capital culturel symbolique. Le fils de paysan n'a pas le même capital que le fils, par exemple, d'un cadre qui a les moyens de recruter un enseignant qui s'occupe de l'encadrement rapproché de son enfant. Ça, donc, c'est un capital de plus que le fils du riche a sur, donc, le fils du paysan. Bourdieu entend que les acteurs sociaux appartiennent à plusieurs domaines de la vie sociale et leur stratégie dans un domaine ou un champ est fonction des rapports de force qui les régissent, qui en créent les contours. Dans un champ, ceux qui dominent le champ ont les moyens de le faire fonctionner à leur profit. Mais ils doivent compter avec la résistance des dominés. Parce que moi, qui suis pauvre, qui suis dominé, je ne veux pas éternellement être un dominé. On l'a vu par exemple avec la société russe, par exemple, des années 1917, mais les bourgeois, les prolétaires étaient obligés donc de se liguer, mais pour faire donc la révolution bolchevique. Ça a été une révolution qui nous vient donc de la classe des dominés, qui a été la classe des prolétaires. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que Karl Marx disait « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». C'est un appel donc aux dominés de s'unir afin de renverser la tendance. S'il n'y a plus donc possibilité de réaction, le champ devient un appareil.
Dans les systèmes totalitaires, par exemple, l'armée peut être un appareil à la solde des classes dirigeantes. Parce qu'il n'y a plus de résistance. L'école même peut être même un appareil que la classe dominante utilise donc pour dompter, pour mieux diriger les autres. C'est ça en quelque sorte le résumé de ce point-là portant sur la reproduction sociale.